Moi. Quoi donc? Est-ce que Quinault, Lamotte, Fontenelle n'y ont rien entendu? Lui. Non, pour le nouveau style, il n'y a pas six vers de suite dans tous leurs charmants poèmes qu'on puisse musiquer. Ce sont des sentences ingénieuses, des madrigaux légers, tendres et délicats. Mais pour savoir combien cela est vide de ressources pour notre art, le plus violent de tous, sans en excepter celui de Démosthène, faites-vous réciter ces morceaux, combien ils vous paraîtront froids, languissants, monotones. C'est qu'il n'y a rien là qui puisse servir de modèle au chant. J'aimerais autant avoir à musiquer les maximes de La Rochefoucauld ou les pensées de Pascal. C'est au cri animal de la passion, à dicter la ligne qui nous convient. Il faut que ces expressions soient pressées les unes sur les autres. Il faut que la phrase soit courte, que le sens en soit coupé, suspendu, que le musicien puisse disposer du tout et de chacune de ses parties, en omettre un mot ou le répéter, y en ajouter un qui lui manque, la tourner et retourner comme un polype, sans la détruire, ce qui rend la poésie lyrique française beaucoup plus difficile que dans les langues à inversion qui présentent d'elles-mêmes tous ces avantages. Barbare, cruel, plonge ton poignard dans mon sein. Me voilà prête à recevoir le coup fatal. Frappe, ose. Ah, je languis, je meurs. Un feu secret s'allume dans mes sens. Cruel amour, que veux-tu de moi? Laisse-moi la douce paix dont j'ai joui. Rends-moi la raison. Il faut que les passions soient fortes. La tendresse du musicien et du poète lyrique doit être extrême. L'air est presque toujours la péroraison de la scène. Il nous faut des exclamations, des interjections, des suspensions, des interruptions, des affirmations, des négations. Nous appelons, nous invoquons, nous crions, nous gémissons, nous pleurons, nous rions franchement. Point d'esprit, point d'épigramme, point de ces jolies pensées. Cela est trop loin de la simple nature. Or n'allez pas croire que le jeu des acteurs de théâtre et leurs déclamations puissent nous servir de modèle. Fi donc. Il nous le faut plus énergique, moins maniéré, plus vrai. Les discours simples, les voix communes de la passion, nous sont d'autant plus nécessaires que la langue sera plus monotone, aura moins d'accent. Le cri animal ou de l'homme passionné leur en donne. Tandis qu'il ne parlait ainsi, la foule qui nous environnait ou n'entendait rien ou prenant peu d'intérêt à ce qu'il disait, parce qu'en général l'enfant comme l'homme et l'homme comme l'enfant aiment mieux s'amuser que s'instruire, s'était retiré. Chacun était à son jeu et nous étions restés seuls dans notre coin. Assis sur une banquette, la tête appuyée contre le mur, les bras pendants, les yeux à demi fermés, il me dit: Je ne sais ce que j'ai. Quand je suis venu ici, j'étais frais et dispos, et me voilà roué, brisé, comme si j'avais fait 10 lieues. Cela m'a pris subitement. Moi. Voulez-vous vous rafraîchir? Lui. Volontiers, je me sens enroué, les forces me manquent, et je souffre un peu de la poitrine. Cela m'arrive presque tous les jours, comme cela, sans que je sache pourquoi. Moi, que voulez-vous? Lui, ce qui vous plaira. Je ne suis pas difficile. L'indigence m'a appris à m'accommoder de tout. On nous sert de la bière, de la limonade, il en remplit un grand verre qu'il vide 2 ou 3 fois de suite, puis, comme un homme ranimé, il tousse fortement, il se démène, il reprend. Mais à votre avis, seigneur philosophe, n'est-ce pas une bizarrerie bien étrange qu'un étranger, un Italien, un Duni vienne nous apprendre à donner de l'accent à notre musique, à assujettir notre chant à tous les mouvements, à toutes les mesures, à tous les intervalles, à toutes les déclamations, sans blesser la prosodie? Ce n'était pourtant pas la mer à boire. Quiconque avait écouté un gueux lui demander l'aumône dans la rue, un homme dans le transport de la colère, une femme jalouse et furieuse, un amant désespéré, un flatteur, oui un flatteur radoucissant son ton, traînant ses syllabes, d'une voix mielleuse, en un mot une passion, n'importe laquelle, pourvu que par son énergie elle méritât de servir de modèle aux musiciens, aurait dû s'apercevoir de 2 choses. L'une, que les syllabes longues ou brèves n'ont aucune durée fixe, pas même de rapport déterminé entre leur durée, que la passion dispose de la prosodie presque comme il lui plaît, qu'elle exécute les plus grands intervalles et que celui qui s'écrie dans l'effort de sa douleur: Ah, malheureux que je suis, monte la syllabe d'exclamation au ton le plus élevé et le plus aigu, et descend les autres au ton les plus graves et les plus bas, faisant l'octave ou même un plus grand intervalle, et donnant à chaque son la quantité qui convient au tour de la mélodie, sans que l'oreille soit offensée, sans que ni la syllabe longue ni la syllabe brève aient conversé la longueur ou la brièveté du discours tranquille. Quel chemin nous avons fait depuis le temps où nous citions la parenthèse d'Armide, le vainqueur de Renaud, si quelqu'un le peut être, l'obéisson sans balancer, des Indes galantes, comme des prodiges de déclamation musicale. À présent, ces prodiges-là me font hausser les épaules de pitié. Du train dont l'art s'avance, je ne sais où il aboutira. En attendant, buvons un coup.
Il en boit deux, trois, sans savoir ce qu'il faisait. Il allait se noyer comme s'il s'était épuisé, sans s'en apercevoir. Si je n'avais déplacé la bouteille qu'il cherchait de distraction, alors je lui dis, moi, comment se fait-il qu'avec un tact aussi fin, une si grande sensibilité pour les beautés de l'art musical, vous soyez aussi aveugle sur les belles choses en morale, aussi insensible au charme de la vertu? Lui, c'est apparemment qu'il y a pour les unes un sens que je n'ai pas, une fibre qui ne m'a point été donnée, une fibre lâche qu'on a beau pincer et qui ne vibre pas. Ou peut-être c'est que j'ai toujours vécu avec de bons musiciens et de méchantes gens, d'où il est arrivé que mon oreille est devenue très fine et que mon cœur est devenu sourd. Et puis c'est qu'il y avait quelque chose de race, le sang de mon père et le sang de mon oncle est le même sang. Mon sang est le même que celui de mon père. La molécule paternelle était dure et obtuse, et cette maudite molécule première s'est assimilée tout le reste. Moi, aimez-vous votre enfant? Lui, si je l'aime, le petit sauvage, j'en suis fou. Moi, est-ce que vous ne vous occuperez pas sérieusement d'arrêter en lui l'effet de la maudite molécule paternelle? Lui, j'y travaillerai, je crois, bien inutilement. S'il est destiné à devenir un homme de bien, je n'y nuirai pas. Mais si la molécule voulait qu'il fût un vaurien comme son père, les peines que j'aurais prises pour en faire un homme honnête lui seraient très nuisibles. L'éducation croissant sans cesse la pente de la molécule, il serait tiré comme par deux forces contraires, et marcherait tout de guingois dans le chemin de la vie, comme j'en vois une infinité, également gauche dans le bien et dans le mal. C'est ce que nous appelons des espèces, de toutes les épithètes la plus redoutable, parce qu'elles marquent la médiocrité et le dernier degré du mépris. Un grand vaurien est un grand vaurien, mais n'est point une espèce. Avant que la molécule paternelle n'eût repris le dessus et ne l'eût amené à la parfaite abjection où j'en suis, il lui faudrait un temps infini, il perdrait ses plus belles années. Je n'y fais rien à présent, je le laisse venir, je l'examine, il est déjà gourmand, patelin, filou, paresseux, menteur. Je crains bien qu'il ne chasse de race, moi, et vous en ferez un musicien, afin qu'il ne manque rien à la ressemblance. Lui, un musicien, quelquefois je le regarde en grinçant les dents, et je dis si tu devais jamais savoir une note, je crois que je te tordrais le col. Moi, et pourquoi cela, s'il vous plaît? Lui, cela ne mène à rien, moi, cela mène à tout. Lui, oui, quand on excelle. Mais qui est-ce qui peut se promettre de son enfant qu'il excellera? Il y a 10 000 à parier contre un qu'il ne serait qu'un misérable racleur de cordes comme moi. Savez-vous qu'il serait peut-être plus aisé de trouver un enfant propre à gouverner un royaume, à faire un grand roi, qu'un grand violon? Moi, il me semble que les talents agréables, même médiocres, chez un peuple sans mœurs, perdu de débauche et de luxe, avancent rapidement un homme dans le chemin de la fortune. Moi qui vous parle, j'ai entendu la conversation qui suit, entre une espèce de protecteur et une espèce de protégé. Celui-ci avait été adressé au premier, comme à un homme obligeant qui pourrait le servir. Monsieur, que savez-vous? Je sais passablement les mathématiques. Eh bien, montrez les mathématiques. Après, vous êtes crotté 10 à 12 ans sur le pavé de Paris. Vous aurez droit à 400 livres de rente. J'ai étudié les lois et je suis versé dans le droit. Si Pufendorf et Grotius revenaient au monde, ils mourraient de faim, contre une borne. Je sais très bien l'histoire et la géographie. S'il y avait des parents qui eussent à cœur la bonne éducation de leurs enfants, votre fortune serait faite. Mais il n'y en a point. Je suis assez bon musicien. Et que ne disiez-vous cela d'abord? Et pour vous faire voir le parti qu'on peut tirer de ce dernier talent, j'ai une fille. Venez tous les jours depuis 7h30 du soir jusqu'à 9. Vous lui donnerez leçon et je vous donnerai 25 louis par an. Vous déjeunerez, dînerez, goûterez, souperez avec nous. Le reste de votre journée vous appartiendra, vous en disposerez à votre profit. Lui et cet homme, qu'est-il devenu? Moi, s'il eût été sage, il eût fait fortune, la seule chose qu'il paraît que vous ayez en vue. Lui, sans doute, l'or est tout, et le reste sans or n'est rien. Aussi, au lieu de lui farcir la tête de belles maximes qu'il faudrait qu'il oubliât, sous peine de n'être qu'un gueux, lorsque je possède un louis, ce qui ne m'arrive pas souvent, je me plante devant lui, je tire le louis de ma poche et le lui montre avec admiration. J'élève les yeux au ciel, je baise le louis devant lui, et pour lui faire entendre mieux encore l'importance de la pièce sacrée, je lui bégaye de la voix, je lui désigne du doigt tout ce qu'on en peut acquérir, un beau fourreau, un beau toquet, un bon biscuit. Ensuite, je mets le louis dans ma poche, je me promène avec fierté, je relève la basque de ma veste, je frappe de la main sur mon gousset, et c'est ainsi que je lui fais concevoir que c'est lui qui est là, que n'est l'assurance qu'il me voit. Moi, on ne peut rien de mieux. Mais s'il arrivait que, profondément pénétré de la valeur du lui, un jour, lui, je vous entends, il faut fermer les yeux là-dessus. Il n'y a point de principe de morale qui n'ait son inconvénient. Au pis aller, c'est un mauvais quart d'heure et tout est fini. Moi, même d'après des vues si courageuses et si sages, je persiste à croire qu'il serait bon d'en faire un musicien. Je ne connais pas de moyen d'approcher plus rapidement des grands, de servir leurs vices et de mettre à profit les siens. Lui.
Il est vrai, mais j'ai des projets d'un succès plus prompt et plus sûr. Ah, si c'était aussi bien une fille. Mais comme on ne fait pas ce qu'on veut, il faut prendre ce qui vient, en tirer le meilleur parti, et pour cela ne pas donner bêtement, comme la plupart des pères qui ne feraient rien de pis, quand ils auraient médité le malheur de leurs enfants, l'éducation de Lacédémone à un enfant destiné à vivre à Paris. Si elle est mauvaise, c'est la faute des mœurs de ma nation, et non la mienne. En répondra qui pourra, je veux que mon fils soit heureux, ou, ce qui revient au même, honoré, riche et puissant. Je connais un peu les voies les plus faciles d'arriver à ce but, et je les lui enseignerai de bonne heure. Si vous me blâmez, vous autres sages, la multitude et le succès m'absoudront. Il aura de l'or, c'est moi qui vous le dis. S'il en a beaucoup, rien ne lui manquera, pas même votre estime et votre respect. Moi, vous pourriez vous tromper. Lui, ou il s'en passera, comme bien d'autres. Il y avait dans tout cela beaucoup de ces choses qu'on pense, d'après lesquelles on se conduit, mais qu'on ne dit pas. Voilà en vérité la différence la plus marquée entre mon homme et la plupart de nos entours. Il avouait les vices qu'il avait, que les autres ont, mais il n'était pas hypocrite. Il n'était ni plus ni moins abominable qu'eux. Il était simple, seulement plus franc et plus conséquent, et quelquefois profond dans sa dépravation. Je tremblais de ce que son enfant deviendrait sous un pareil maître. Il est certain que d'après des idées d'institution aussi strictement calquées sur nos mœurs, il devait aller loin, à moins qu'il ne fût prématurément arrêté en chemin. Lui, oh, ne craignez rien, me dit-il. Le point important, le point difficile auquel un bon père doit surtout s'attacher, ce n'est pas de donner à son enfant des vices qui l'enrichissent, des ridicules qui le rendent précieux au grand. Tout le monde le fait, sinon de système comme moi, mais au moins d'exemples et de leçons, mais de lui marquer la juste mesure, l'art d'esquiver à la honte, au déshonneur et aux lois. Ce sont des dissonances dans l'harmonie sociale qu'il faut savoir placer, préparer et sauver. Rien de si plat qu'une suite d'accords parfaits. Il faut quelque chose qui pique, qui sépare le faisceau et qui en éparpille les rayons. Moi, fort bien. Par cette comparaison, vous me ramenez des mœurs à la musique dont je m'étais écarté malgré moi. Et je vous en remercie, car, à ne vous rien celer, je vous aime mieux musicien que moraliste. Lui, je suis pourtant bien subalterne en musique et bien supérieur en morale. Moi, j'en doute, mais quand cela serait, je suis un bonhomme et vos principes ne sont pas les miens. Lui, tant pis pour vous. Ah, si j'avais vos talents. Moi, laissons mes talents et revenons aux vôtres. Lui, si je savais m'énoncer comme vous, mais j'ai un diable de ramage saugrenu, moitié des gens du monde et des lettres, moitié de la halle. Moi, je parle mal, je ne sais que dire la vérité, et cela ne prend pas toujours, comme vous savez. Lui, mais ce n'est pas pour dire la vérité, au contraire, c'est pour bien dire le mensonge que j'ambitionne votre talent. Si je savais écrire, fagoter un livre, tourner une épître dédicatoire, bien enivrer un sot de son mérite, m'insinuer auprès des femmes, moi, en tout cela, vous le savez mille fois mieux que moi. Je ne serais pas même digne d'être votre écolier. Lui, combien de grandes qualités perdues et dont vous ignorez le prix. Moi, je recueille tout celui que j'y mets. Lui, si cela était, vous n'auriez pas cet habit grossier, cette veste d'étamine, ces bas de laine, ces souliers épais et cette antique perruque. Moi, d'accord, il faut être bien maladroit quand on n'est pas riche, et que l'on se permet tout pour le devenir. Mais c'est qu'il y a des gens comme moi qui ne regardent pas la richesse comme la chose du monde la plus précieuse. Gens bizarres. Lui, très bizarre. On ne naît pas avec cette tournure-là. On se la donne, car elle n'est pas dans la nature. Moi, de l'homme? Lui, de l'homme. Tout ce qui vit, sans l'accepter, cherche son bien-être aux dépens de ce qui l'appartiendra. Et je suis sûr que si je laissais venir le petit sauvage sans lui parler de rien, il voudrait être richement vêtu, splendidement nourri, chéri des hommes, aimé des femmes, et rassembler sur lui tous les bonheurs de la vie. Moi, si le petit sauvage était abandonné à lui-même, qu'il conserva toute son imbécilité, qu'il réunit au peu de raison de l'enfant au berceau, la violence des passions de l'homme de 30 ans, il tordrait le col à son père et coucherait avec sa mère. Lui, cela prouve la nécessité d'une bonne éducation. Et qui est-ce qui la conteste? Et qu'est-ce qu'une bonne éducation, sinon celle qui conduit à toutes sortes de jouissances sans péril et sans inconvénient? Moi, peu s'en faut que je ne sois de votre avis, mais gardons-nous de nous expliquer. Lui, pourquoi? Moi, c'est que je crains que nous ne soyons d'accord qu'en apparence, et que si nous entrons une fois dans la discussion des périls et des inconvénients à éviter, nous ne nous entendions plus. Lui, et qu'est-ce que cela fait? Moi, laissons cela, vous dis-je. Ce que je sais là-dessus, je ne vous l'en prendrai pas, et vous m'instruirez plus aisément de ce que j'ignore et que vous savez en musique. Cher Rameau, parlons musique, et dites-moi comment il est arrivé qu'avec la facilité de sentir, de retenir et de rendre les plus beaux endroits des grands maîtres, avec l'enthousiasme qu'il vous inspire et que vous transmettez aux autres, vous n'avez rien fait qui vaille. Au lieu de me répondre, il se mit à hocher de la tête,
Et levant le doigt au ciel, il ajouta: Et l'astre, l'astre! Quand la nature fit Léo, Vinci, Pergolèse, Duny, elle sourit. Elle prit un air imposant et grave, en formant le cher oncle Rameau, qu'on aura appelé pendant une dizaine d'années le grand Rameau, et dont bientôt on ne parlera plus. Quand elle fagota son neveu, elle fit la grimace et puis la grimace, et puis la grimace encore, et en disant ces mots, il faisait toutes sortes de grimaces du visage. C'était le mépris, le dédain, l'ironie, et il semblait pétrir entre ses doigts un morceau de pâte, et sourire aux formes ridicules qu'il lui donnait. Cela fait, il jeta la pagode hétéroclite loin de lui et il dit: C'est ainsi qu'elle me fit et qu'elle me jeta, à côté d'autres pagodes, les unes à gros ventre ratatiné, à col court, aux gros yeux hors de la tête, apoplectiques, d'autres à col oblique. Il y en avait de sèches, à l'œil vif, au nez crochu. Toutes se mirent à crever de rire en me voyant. Et moi, de mettre mes deux poings sur mes côtes et à crever de rire en les voyant. Car les sots et les fous s'amusent les uns des autres, ils se cherchent, ils s'attirent. Si, en arrivant là, je n'avais pas trouvé tout fait le proverbe qui dit que l'argent des sots est le patrimoine des gens d'esprit, on me le devrait. Je sentis que nature avait mis ma légitime dans la bourse des pagodes, et j'inventai mille moyens de m'en ressaisir. Moi, je sais ces moyens, vous m'en avez parlé, et je les ai fort admirés. Mais entre tant de ressources, pourquoi n'avoir pas tenté celle d'un bel ouvrage? Lui. Ce propos est celui d'un homme du monde à l'abbé Leblanc. L'abbé disait: La marquise de Pompadour me prend sur la main, me porte jusque sur le seuil de l'académie. Là, elle retire sa main. Je tombe et je me casse les deux jambes. L'homme du monde lui répondait: Eh bien, l'abbé, il faut se relever et enfoncer la porte d'un coup de tête. L'abbé lui répliquait: C'est ce que j'ai tenté, et savez-vous ce qui m'en est revenu? Une bosse au front. Après cette historiette, mon homme se mit à marcher la tête baissée, l'air pensif et abattu. Il soupirait, pleurait, se désolait, levait les mains et les yeux, se frappait la tête du poing, à se briser le front ou les doigts, et il ajoutait: Il me semble qu'il y a pourtant là quelque chose, mais j'ai beau frapper, secouer, il ne sort rien. Puis il recommençait à secouer sa tête et à se frapper le front de plus belle, et il disait: Où il n'y a personne, où l'on ne veut pas répondre. Un instant après, il prenait un air fier, il relevait sa tête, il s'appliquait la main droite sur le cœur, il marchait et il disait: Je sens, oui, je sens. Il contrefaisait l'homme qui s'irrite, qui s'indigne, qui s'attendrit, qui commande, qui supplie, et prononçait, sans préparation, des discours de colère, de commisération, de haine, d'amour. Il esquissait les caractères des passions avec une finesse et une vérité surprenantes. Puis, il ajoutait: C'est cela, je crois. Voilà que cela vient, voilà ce que c'est que de trouver un accoucheur qui sait irriter, précipiter les douleurs et faire sortir l'enfant. Seul, je prends la plume, je veux écrire, je me ronge les ongles, je muse le front. Serviteur, bonsoir. Le Dieu est absent, je m'étais persuadé que j'avais du génie au bout de ma ligne. Je lis que je suis un sot, un sot, un sot, mais le moyen de sentir, de s'élever, de penser, de peindre fortement, en fréquentant avec des gens tels que ceux qu'il faut voir pour vivre, au milieu des propos qu'on tient, et de ceux qu'on entend, et de ce commérage. Aujourd'hui, le boulevard était charmant. Avez-vous entendu la petite marmotte? Elle joue à ravir. Monsieur un tel avait le plus bel attelage gris pommelé qu'il soit possible d'imaginer. La belle madame, celle-ci, commence à passer. Est-ce qu'à l'âge de 45 ans, on porte une coiffure comme celle-là? La jeune, une telle, est couverte de diamants qui ne lui coûtent guère. Vous voulez dire qu'il lui coûte cher, mais non. Où l'avez-vous vu? À l'enfant d'Arlequin perdu et retrouvé. La scène du désespoir a été jouée comme elle ne l'avait pas encore été. Le polichinelle de la foire a du gosier, mais point de finesse, point d'âme. Madame, une telle, est accouchée de deux enfants à la fois, chaque père aura le sien. Et vous croyez que cela dit, redit et entendu tous les jours, échauffe, et conduit aux grandes choses? Moi, non. Il voudrait mieux se renfermer dans son grenier, boire de l'eau, manger du pain sec et se chercher soi-même. Lui, peut-être, mais je n'en ai pas le courage, et puis sacrifier son bonheur à un succès incertain, et le nom que je porte donc, Rameau, s'appeler Rameau, cela est gênant. Il n'en est pas des talents comme de la noblesse qui se transmet, et dont l'illustration s'accroît en passant du grand-père au père, du père au fils, du fils à son petit-fils, sans que l'aïeul impose quelque mérite à son descendant. La vieille souche se ramifie en une énorme tige de sceau, mais qu'importe. Il n'en est pas ainsi du talent. Pour n'obtenir que la renommée de son père, il faut être plus habile que lui. Il faut avoir hérité de sa fibre. La fibre m'a manqué, mais le poignet s'est dégourdi. L'archet marche et le pot bout. Si ce n'est pas de la gloire, c'est du bouillon. Moi, à votre place, je ne me le tiendrais pas pour dit, j'essayerais.
Lui, et vous croyez que je n'ai pas essayé. Je n'avais pas 15 ans lorsque je me dis pour la première fois: Qu'as-tu, Rameau? Tu rêves? Et à quoi rêves-tu? Que tu voudrais bien avoir fait ou faire quelque chose qui excita l'admiration de l'univers. Et oui, il n'y a qu'à souffler et remuer les doigts, il n'y a qu'à ourler le bec et ce sera une canne. Dans un âge plus avancé, j'ai répété le propos de mon enfance. Aujourd'hui, je le répète encore et je reste autour de la statue de même nom. Moi, que voulez-vous dire avec votre statue de même nom? Lui, cela s'entend, ça me semble. Autour de la statue de même nom, il y en avait une infinité d'autres également frappées des rayons du soleil, mais la sienne était la seule qui résonna. Un poète, c'est de Voltaire, et puis qui encore? De Voltaire, et le troisième de Voltaire, et le quatrième de Voltaire. Un musicien, c'est Rinaldo de Capua, c'est Haas, c'est Pergolèse, c'est Alberti, c'est Tartini, c'est Locatelli, c'est Terradoglias, c'est mon oncle, c'est ce petit Duny qui n'a ni mine ni figure, mais qui sent mordieu, qui a du chant et de l'expression. Le reste autour de ce petit nombre de même nom, autant de paires d'oreilles fichées au bout d'un bâton. Aussi sommes-nous gueux, si gueux que c'est une bénédiction. Ah, monsieur le philosophe, la misère est une terrible chose. Je la vois accroupie, la bouche béante, pour recevoir quelques gouttes de l'eau glacée qui s'échappe du tonneau des Danaïdes. Je ne sais si elle aiguise l'esprit du philosophe, mais elle refroidit diablement la tête du poète. On ne chante pas bien sous ce tonneau. Trop heureux encore, celui qui peut s'y placer. J'y étais, et je n'ai pas su m'y tenir. J'avais déjà fait cette sottise une fois, j'ai voyagé en Bohême, en Allemagne, en Suisse, en Hollande, en Flandre. Au diable, au vert. Moi sous le tonneau percé, lui sous le tonneau percé, c'était un juif opulent et dissipateur, qui aimait la musique et mes folies. Je musiquais comme il plaît à Dieu, je faisais le fou, je ne manquais de rien. Mon juif était un homme qui savait sa loi, qui l'observait raide comme une barre, quelquefois avec l'ami, toujours avec l'étranger. Il se fit une mauvaise affaire qu'il faut que je vous raconte, car elle est plaisante. Il y avait à Utrecht une courtisane charmante, il fut tenté de la chrétienne. Il lui dépêcha une grison. Avec une lettre de change assez forte, la bizarre créature rejeta son offre. Le juif en fut désespéré. Le grison lui dit: Pourquoi vous affligez ainsi? Vous voulez coucher avec une jolie femme, rien n'est plus aisé, et même de coucher avec une plus jolie que celle que vous poursuivez. C'est la mienne, que je vous céderai au même prix. Fait et dit. Le grison garde la lettre de change et mon juif couche avec la femme du grison. L'échéance de la lettre de change arrive. Le juif la laisse protester et s'inscrit en faux. Procès. Le juif disait: Jamais cet homme n'osera dire à quel titre il possède ma lettre, et je ne la paierai pas. À l'audience, il interpelle le grison. Cette lettre de change, de qui la tenez-vous? De vous. Est-ce pour de l'argent prêté? Non. Est-ce pour fourniture de marchandises? Non. Est-ce pour service rendu? Non. Mais il ne s'agit point de cela. J'en suis possesseur, vous l'avez signée et vous la quitterez. Je ne l'ai point signée, je suis donc un faussaire. Vous ou un autre dont vous êtes l'agent. Je suis un lâche, mais vous êtes un coquin. Croyez-moi, ne me poussez pas à bout, je dirai tout. Je me déshonorerai, mais je vous perdrai. Le juif ne tint compte de la menace, et le grison révéla toute l'affaire à la séance qui suivit. Ils furent blâmés tous les deux, et le juif condamné à payer la lettre de change, dont la valeur fut appliquée au soulagement des pauvres. Alors je me séparerai de lui. Je revins ici. Quoi faire? Car il fallait périr de misère ou faire quelque chose. Il me passa toutes sortes de projets par la tête. Un jour, je partais le lendemain pour me jeter dans une troupe de province, également bon ou mauvais pour le théâtre ou pour l'orchestre. Le lendemain, je songeais à me faire peindre un de ces tableaux attachés à une perche qu'on plante dans un carrefour, et où j'aurais crié à tue-tête: Voilà la ville où il est né, le voilà qui prend congé de son père l'apothicaire, le voilà qui arrive dans la capitale, cherchant la demeure de son oncle, le voilà aux genoux de son oncle qui le chasse, le voilà avec un juif, etc., etc. Le jour suivant, je me levais bien résolu de m'associer aux chanteurs des rues. Ce n'est pas ce que j'aurais fait de plus mal. Nous serions allés concerter sous les fenêtres du cher oncle, qui en serait crevé de rage. Je pris un autre parti. Là, il s'arrêta, passant successivement de l'attitude d'un homme qui tient un violon, serrant les cordes à tour de bras, à celle d'un pauvre diable exténué de fatigue, à qui les forces manquent, dont les jambes flageolent, prêt à expirer. Si on ne lui jette un morceau de pain, il désignait son extrême besoin par le geste d'un doigt dirigé vers sa bouche entr'ouverte, puis il ajouta: Cela s'entend. On me jetait le lopin. Nous nous le disputions à 3 ou 4 affamés que nous étions, et puis pensez grandement, faites de belles choses, au milieu d'une pareille détresse. Moi, cela est difficile. Lui, de cascade en cascade, j'étais tombé là. J'y étais comme un coq en pâte, j'en suis sorti. Il faudra de rechef scier le boyau et revenir au geste du doigt vers la bouche béante. Rien de stable dans ce monde. Aujourd'hui au sommet, demain au bas de la route. De maudites circonstances nous mènent et nous mènent fort mal.
Puis, buvant un coup qui restait au fond de la bouteille et s'adressant à son voisin. Monsieur, par charité, une petite prise. Vous en avez là, une belle boîte. Vous n'êtes pas musicien? Non. Tant mieux pour vous, car ce sont de pauvres bougres bien à plaindre. Le sort a voulu que je le fusse. Moi, tandis qu'il y a, à Montmartre peut-être, dans un moulin, un meunier, un valet de meunier qui n'entendra jamais que bruit du cliquet, et qui aurait trouvé les plus beaux chants. Rameau, au moulin, c'est là ta place. Moi, à quoi que ce soit que l'homme s'applique, la nature l'y destinait. Lui, elle fait d'étranges bévues, pour moi je ne vois pas de cette hauteur où tout se confond. L'homme qui émonde un arbre avec des ciseaux, la chenille qui en ronge la feuille, et d'où l'on ne voit que deux insectes différents, chacun à son devoir. Perchez-vous sur l'épicycle de Mercure, et de là distribuez, si cela vous convient, et à l'imitation de Réaumur, lui, la classe des mouches en couturière, arpentueuses, faucheuses, vous, l'espèce des hommes, en hommes menuisiers, charpentiers, couvreurs, danseurs, chanteurs, c'est votre affaire. Je ne m'en mêle pas. Je suis dans ce monde et j'y reste. Mais s'il est dans la nature d'avoir appétit, car c'est toujours à l'appétit que j'en reviens, à la sensation qui m'est toujours présente, je trouve qu'il n'est pas du bon ordre de n'avoir pas toujours de quoi manger. Que diable d'économie, des hommes qui regorgent de tout, tandis que d'autres qui ont un estomac importun comme eux, une faim renaissante comme eux et pas de quoi mettre sous la dent. Le pis, c'est la posture contrainte où nous tient le besoin. L'homme nécessiteux ne marche pas comme un autre. Il saute, il rampe, il se tortille, il se traîne, il passe sa vie à prendre et à exécuter des positions. Moi, qu'est-ce que des positions? Lui, allez le demander à nos vers, le monde en offre bien plus que son art n'en peut imiter. Moi, et vous voilà aussi, pour me servir de votre expression ou de celle de Montaigne, perché sur l'épicycle de Mercure et considérant les différentes pantomimes de l'espèce humaine. Lui, non, non, vous dis-je, je suis trop lourd pour m'élever si haut. J'abandonne aux grues le séjour des brouillards, je vais terre à terre, je regarde autour de moi et je prends mes positions ou je m'amuse des positions que je vois prendre aux autres. Je suis excellent pantomime, comme vous en allez juger. Puis il se met à sourire, à contrefaire l'homme admirateur, l'homme suppliant, l'homme complaisant. Il a le pied droit en avant, le gauche en arrière, le dos courbé, la tête relevée, le regard comme attaché sur d'autres yeux, la bouche entr'ouverte, les bras portés vers quelque objet. Il attend un ordre, il le reçoit, il part comme un trait, il revient, il est exécuté, il en rend compte. Il est attentif à tout, il ramasse ce qui tombe, il place un oreiller ou un tabouret sous des pieds, il tient une soucoupe, il approche une chaise, il ouvre une porte, il ferme une fenêtre, il tire des rideaux, il observe le maître et la maîtresse, il est immobile, les bras pendants. Les jambes parallèles, il écoute, il cherche à lire sur des visages, et il ajoute: Voilà ma pantomime, à peu près la même que celle des flatteurs, des courtisans, des valets et des gueux. Les folies de cet homme, les contes de l'abbé Galliani, les extravagances de Rabelais, m'ont quelquefois fait rêver profondément. Ce sont trois magasins où je me suis pourvu de masques ridicules, que je place sur le visage des plus graves personnages, et je vois Pantalon dans un prélat, un satyre dans un président, un pourceau dans un cénobite, une autruche dans un ministre, une noix dans son premier commis. Moi, mais à votre compte, dis-je à mon homme, il y a bien des gueux dans ce monde-ci, et je ne connais personne qui ne sache quelques pas de votre danse. Lui, vous avez raison. Il n'y a dans tout un royaume qu'un homme qui marche, c'est le souverain. Tout le reste prend des positions. Moi, le souverain, encore y a-t-il quelque chose à dire? Et croyez-vous qu'il ne se trouve pas de temps en temps à côté de lui un petit pied, un petit chignon, un petit nez qui lui fasse faire un peu de la pantomime? Quiconque a besoin d'un autre est indigent et prend une position. Le roi prend une position devant sa maîtresse et devant Dieu. Il fait son pas de pantomime. Le ministre fait le pas de courtisan, de flatteur, de valet ou de gueux devant son roi. La foule des ambitieux danse vos positions, en 100 manières plus viles les unes que les autres devant le ministre. L'abbé de condition en rabat et en manteau long, au moins une fois la semaine devant le dépositaire de la feuille des bénéfices. Ma foi, ce que vous appelez la pantomime des gueux est le grand branle de la terre, chacun a sa petite hue et son bertin. Lui, cela me console. Mais tandis que je parlais, il contrefaisait à mourir de rire les positions des personnages que je nommais. Par exemple, pour le petit abbé, il tenait son chapeau sous le bras et son bréviaire de la main gauche. De la droite, il relevait la queue de son manteau. Il s'avançait la tête un peu penchée sur l'épaule, les yeux baissés, imitant si parfaitement l'hypocrite que je crus voir l'auteur des réfutations devant l'évêque d'Orléans. Aux flatteurs, aux ambitieux, il était ventre à terre. C'était Bourret, au contrôle général. Moi, cela est supérieurement exécuté, lui dis-je. Mais il y a pourtant un être dispensé de la pantomime. C'est le philosophe qui n'a rien et qui ne demande rien. Lui, et où est cet animal-là? S'il n'a rien, il souffre. S'il ne sollicite rien, il n'obtiendra rien et il souffrira toujours. Moi, non,
Diogène se moquait des besoins. Lui, mais il faut être vêtu. Moi, non, il était tout nu. Lui, quelquefois, il faisait froid dans Athènes. Moi, moins qu'ici. Lui, on y mangeait. Moi, sans doute. Lui, aux dépens de qui? Moi, de la nature, à qui s'adresse le sauvage, à la terre, aux animaux, aux poissons, aux eaux, aux arbres, aux herbes, aux racines, aux ruisseaux. Lui, mauvaise table. Moi, elle est grande. Lui, mais mal servie. Moi, c'est pourtant celle qu'on dessert, pour couvrir les nôtres. Lui, mais vous conviendrez que l'industrie de nos cuisiniers, pâtissiers, rôtisseurs, traiteurs, confiseurs y met un peu du sien, avec la diète austère de votre Diogène. Il ne devait pas avoir des organes fort indociles. Moi, vous vous trompez. L'habit du cynique était autrefois notre habit monastique avec la même vertu. Les cyniques étaient les carmes et les cordeliers d'Athènes. Lui, je vous y prends. Diogène a donc aussi dansé la pantomime, si ce n'est devant Périclès, du moins devant Laïs ou Phryné. Moi, vous vous trompez encore, les autres achetaient bien cher la courtisane qui se livrait à lui pour le plaisir. Lui, mais s'il arrivait que la courtisane fût occupée et le cynique pressé. Moi, il rentrait dans son tonneau et se passait d'elle. Lui, et vous me conseilleriez de l'imiter? Moi, je veux mourir, si cela ne vaudrait mieux que de ramper, de s'avilir et se prostituer. Lui, mais il me faut un bon lit, une bonne table, un vêtement chaud en hiver, un vêtement frais en été, du repos, de l'argent et beaucoup d'autres choses que je préfère de devoir à la bienveillance plutôt que de les acquérir par le travail. Moi, c'est ce que vous êtes un fainéant, un gourmand, un lâche, une âme de boue. Lui, je crois vous l'avoir dit. Moi, les choses de la vie ont un prix sans doute, mais vous ignorez celui du sacrifice que vous faites pour les obtenir. Vous dansez, vous avez dansé, et vous continuerez de danser la ville pantomime. Lui, il est vrai, mais il m'en a peu coûté, et il m'en coûte plus rien pour cela. Et c'est par cette raison que je ferais mal de prendre une autre allure qui me peinerait, et que je ne garderais pas. Mais je vois ce que vous me dites là, que ma pauvre petite femme était une espèce de philosophe. Elle avait du courage comme un lion. Quelquefois nous manquions de pain, et nous étions sans le sol. Nous avions vendu presque toutes nos nippes. Je m'étais jeté sur les pieds de notre lit. Là, je me creusais à chercher quelqu'un qui me prêtât un écu que je ne lui rendrais pas. Elle, gaie comme un pinson, se mettait à son clavecin, chantait et s'accompagnait. C'était un gosier de rossignol. Je regrette que vous ne l'ayez pas entendu. Quand j'étais de quelque concert, je l'emmenais avec moi. Chemin faisant, je lui disais: Allons, madame, faites-vous admirer, déployez votre talent et vos charmes, enlevez, renversez. Nous arrivions, elle chantait, elle enlevait, elle renversait. Hélas, je l'ai perdue, la pauvre petite. Outre son talent, c'est qu'elle avait une bouche à recevoir à peine le petit doigt, des dents, une rangée de perles, des yeux, des pieds, une peau, des joues, des tétons, des jambes, des serres, des cuisses et des fesses à modeler. Elle aurait eu, tôt ou tard, le fermier général. Tôt ou moins. C'était une démarche, une croupe. Ah Dieu, quelle croupe! Puis le voilà qui se met à contrefaire la démarche de sa femme. Il allait à petits pas, il portait sa tête au vent, il jouait de l'éventail, il se démenait de la croupe. C'était la charge de nos petites coquettes la plus plaisante et la plus ridicule. Puis, reprenant la suite de son discours, il ajoutait: Je la promenais partout, aux Tuileries, au Palais Royal, au boulevard. Il était impossible qu'elle me demeurât. Quand elle traversait la rue le matin en cheveux et en pétant l'air, vous vous seriez arrêté pour la voir, et vous l'auriez embrassée entre quatre doigts sans la serrer. Ceux qui la suivaient, qui la regardaient trotter avec ses petits pieds, qui mesuraient cette large croupe dont ses jupons légers dessinaient la forme, doublaient le pas. Elle les laissait arriver, puis elle détournait prestement sur eux ses deux grands yeux noirs et brillants qui les arrêtaient tout court. C'est que l'endroit de la médaille ne déparait pas le revers. Mais hélas, je l'ai perdue, et mes espérances de fortune se sont toutes évanouies avec elle. Je ne l'avais pas prise que pour cela. Je lui avais confié mes projets, et elle avait trop de sagacité pour n'en pas concevoir la certitude, et trop de jugement pour ne les pas approuver. Et puis, le voilà qui sanglote et qui pleure, en disant: Non, non, je ne m'en consolerai jamais. Depuis, j'ai pris le rabat et la calotte. Moi, de douleur, lui, si vous le voulez, mais le vrai, pour avoir mon écuelle sur ma tête. Mais voyez un peu l'heure qu'il est, car il faut que j'aille à l'opéra. Moi, qu'est-ce qu'on donne? Lui, le d'Auvergne. Il y a d'assez belles choses dans sa musique. C'est dommage qu'il ne les ait pas dites le premier. Parmi ces morts, il y en a toujours quelques-uns qui désolent les vivants. Que voulez-vous? Quisque suos patimur manes. Mais il est 5h30. J'entends la cloche qui sonne les vêpres de l'abbé de Canaille, et les miennes. Adieu, monsieur le philosophe. N'est-il pas vrai que je suis toujours le même? Moi, hélas oui, malheureusement. Lui, que j'ai ce malheur-là seulement encore une quarantaine d'années. Rira bien qui rira le dernier.